Donc la mission d'information Covid a jugé nécessaire de faire le point à ce stade de l'épidémie sur ses perspectives d'évolution, on va dire à moyen terme et éventuellement à long terme. Voilà, raison pour laquelle nous avons intitulé cette audition « Le variant Omicron et après ». Notre pays est actuellement encore dans la vague Omicron. Il faut rappeler que nos services d'hospitalisation sont encore très lourdement chargés par cette vague. Ça fait plusieurs semaines que les services de réanimation voient plus de 70% de leurs lits occupés par des patients atteints du Covid et que nous sommes toujours dans des déprogrammations de soins, donc dans un impact sur la chaîne de soins qui est important. Mais enfin, il semble que le pic soit passé, que l'épidémie soit en décroissance assez rapide d'ailleurs, et que, pour reprendre l'expression usitée, des jours meilleurs soient en vue. Est-ce que ces jours meilleurs seront durables ? Quelles vont être les perspectives pour les mois à venir ? Est-ce qu'il faut maintenant espérer une sortie de crise ? Ou est-ce que ce sera simplement une accalmie ? Est-ce que le risque d'un ralentissement du reflux et de l'apparition de nouveaux variants est élevé ? Dans quelle mesure le niveau actuel de couverture vaccinale et l'immunité qui découle du haut niveau de contamination ces dernières semaines nous mettent à l'abri ? Et puis, quels enseignements pouvons-nous tirer pour l'avenir des crises passées, de la connaissance des crises sanitaires passées et des modèles qui sont actuellement en cours d'élaboration ? Alors, pour nous éclairer sur ces différents enjeux, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin 3 personnalités qui ont des points de vue, on va dire, différents, enfin, je veux dire, en focale, du fait de leur pratique. Professeur Eric Combe, qui est infectiologue à Paris, à la PHP. Vittoria Colizza, qui est épidémiologiste et directrice de recherche à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie et de santé publique, qui dépend de l'INSERM et de la Sorbonne Université. Et le professeur Bruno Lina, qui est donc en visioconférence avec nous. Vous êtes virologue, chef de service à l'Institut des agents infectieux du CHU de Lyon et membre du conseil scientifique. À tous les 3, je voudrais d'abord adresser tous nos remerciements d'avoir accepté de participer à cette réflexion et de venir nous faire partager le fruit de vos réflexions. Donc je vais vous céder la parole sans attendre à chacun à tour de rôle pour une dizaine de minutes si vous voulez bien. Et je ne doute pas que nos rapporteurs ont une liste impressionnante de questions après à vous poser, tant vraiment les responsables politiques que nous sommes avons des interrogations sur la suite de cette épidémie et sur les mesures à prendre, bien sûr, pour protéger nos concitoyens. C'est évidemment un objectif que nous partageons tous. On commence avec vous, professeur Combe, si vous le voulez bien. Alors, par contre, il faut mettre votre micro parce que la séance est enregistrée, elle est diffusée en direct sur le site internet du Sénat, elle fera l'objet d'un compte-rendu. Très bien. Comme ça va avec le micro ? C'est parfait. Très bien. D'abord, bonjour et merci de la confiance que vous me témoignez en me demandant mon expertise. Alors, je dois vous avouer quand même que j'arrive ici en toute modestie, surtout avec le professeur Bruno Lina, qui, je pense, est certainement celui qui, en France, connaît le mieux le problème des coronavirus et des virus respiratoires et qui est, je pense, beaucoup plus compétent que moi dans le domaine. Voilà. Alors, moi, je peux juste vous dire rapidement quelle est ma boussole, parce que je ne vois pas dans une boule de cristal. Donc, ma boussole, depuis le début de l'épidémie, est en fait historique. C'est-à-dire, il y a une référence historique dont je suis tout à fait étonné qu'elle ait été négligée comme ça par les politiques, les scientifiques, les épidémiologistes et autres. Je suis très étonné que l'histoire n'intéresse plus personne. Je vous le dis franchement. En médecine, c'est un fait depuis déjà une dizaine ou une vingtaine d'années, malheureusement. Et les médecins que nous formons n'ont plus aucune connaissance historique.
Ils sont très bons en mathématiques, très bons en physique, très bons en chimie. Ils feront certainement des futurs prix Nobel. Mais je ne suis pas sûr que nous formons des médecins qui, en tout cas, aient la fibre humaniste, historique, hippocratique, devrais-je dire. Donc moi, ma référence est historique. Il y a eu déjà une épidémie de coronavirus en 1890. Alors elle a été appelée malheureusement la grippe russe, ce qui fait que ça ne facilite pas les choses pour retrouver son origine. Mais il est un fait que c'était très certainement une épidémie de coronavirus. C'était l'épidémie du coronavirus OC43, c'est-à-dire, en fait, Monsieur Lina vous expliquerait ça mieux que moi, mais il y a 4 coronavirus avec lesquels nous vivons de façon endémique. Je ne parle pas du MERS, par exemple, qui est cantonné à la péninsule arabique, ni du SRAS qui a disparu. Et donc, ces 4 coronavirus avec lesquels nous vivons en toute harmonie depuis des décennies, il a bien fallu qu'ils arrivent à un moment. On sait pour 3 d'entre eux qui sont arrivés il y a très très longtemps à cause de l'horloge moléculaire. Vous savez, on peut remonter à l'origine de l'apparition des virus. Donc on sait pour 3 d'entre eux qui sont arrivés il y a très longtemps. Pour le 4e, le fameux OC43, on sait qu'il est arrivé en 1890, enfin l'hiver 1889-1890. Il y a eu, à cette époque-là, il y a eu des descriptions par des médecins qui ont bien identifié que ce n'était pas la grippe, que c'était autre chose que la grippe. Ils l'ont dit dès cette époque-là, des médecins français notamment, parisiens. La première vague épidémique qui est arrivée en décembre 89, janvier 90, 1890, a fait environ 500 morts par jour à Paris. Donc c'était un très bon modèle historique, je pense. Je regrette vraiment beaucoup que ça ait intéressé personne. Et donc, ce qu'on apprend sur cette épidémie d'OC43, c'est qu'il y a eu plusieurs vagues épidémiques successives. Les premières vagues épidémiques arrivaient l'hiver comme l'été. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours dit que l'été, évidemment, le virus circulerait moins pour des raisons tout à fait logique, mais que forcément il y en aurait. Je me basais sur cette épidémie de OC43. Et puis ensuite, les vagues sont devenues de plus en plus espacées, de moins en moins hautes. Une immunité collective s'est faite. Et aujourd'hui, on vit avec le OC43 qui est parmi nous. J'en ai encore vu un cas il y a 1 an, qui était d'ailleurs un cas particulièrement grave, chez un adulte d'une 40aine d'années, qui a atterri en réanimation, ce qui prouve que les autres coronavirus peuvent aussi envoyer en réanimation. Sauf que comme c'est des coronavirus que nous rencontrons dans l'enfance, parce que ce sont des virus qui circulent très largement à l'école, au collège, au lycée, quand on arrive à l'âge adulte, c'est moins grave. C'est un principe général en maladies infectieuses qui est de dire que les infections virales sont très souvent, en général, moins graves chez l'enfant que chez l'adulte. C'est-à-dire qu'il vaut mieux les attraper chez l'enfant que chez l'adulte. C'est quelque chose qui est très connu de nous, infectiologues, historiquement. Nos maîtres nous l'ont appris. La varicelle, par exemple, pour vous prendre un exemple, il vaut mieux l'attraper dans l'enfance que l'attraper à l'âge adulte. D'ailleurs, à un moment, aux États-Unis, il y a une 20aine d'années, 30aine d'années, les parents organisaient même des varicelles parties pour que leurs enfants soient contaminés pendant l'enfance. C'était beaucoup moins grave que d'être contaminés à l'âge adulte. Il y a la même chose pour la rougeole. La rougeole, c'est moins grave, c'est une maladie grave, de toute façon, même chez l'enfant, mais c'est quand même moins grave chez l'enfant que chez l'adulte, comme on s'en est rendu compte à l'occasion de l'épidémie de rougeole qui a eu lieu il y a quelques années en France. Donc voilà, il y a des grands principes comme ça de maladies infectieuses. Un autre principe qui est général, c'est que, en général, quand un virus mute, ce qui gagne en transmissibilité, il le perd en pathogénicité. Et donc c'est un peu ce qu'on est en train d'observer avec le Omicron, c'est-à-dire que le Omicron est beaucoup plus transmissible, beaucoup moins pathogène, enfin moins pathogène en tout cas, et d'ailleurs on voit toute la population française est en train de s'immuniser avec le Omicron malgré les vaccins, etc. Donc voilà, mes 2 boussoles, pour être clair... Cette conférence va maintenant être enregistrée. Ah. Ne vous inquiétez pas. Non, mais je ne suis pas inquiet du tout.
Donc voilà, mes deux boussoles, c'est l'histoire des maladies infectieuses et c'est les connaissances que j'ai acquises en tant qu'infectiologue, parce que je ne suis pas un infectiologue uniquement orienté sur une maladie particulière, comme par exemple l'infection VIH ou même le Covid aujourd'hui. Je suis un infectiologue qui a une vision que je revendique comme étant très large de ma spécialité. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé à dire ça. Donc principalement connaissance historique de l'épidémie de grippe russe, dite grippe russe, de 1889-1890, qui a duré 3 à 5 ans. Et c'est pour ça qu'au début, j'ai dit que cette épidémie durerait 3 à 5 ans. Les gens me disaient quelles sont vos sources. Mes sources, c'était l'histoire. Voilà, tout simplement. Et je pense que ça va aller en s'atténuant de plus en plus. On aura évidemment des ressucés, je pense, hivernales notamment, mais ça va finir par s'installer parmi nous, comme les 4 autres coronavirus. Voilà. Après, on peut toujours faire des scénarios catastrophes, mais je ne verse pas dans ce catastrophisme-là, même si je dois reconnaître que la vérité, c'est qu'on n'en sait strictement rien, évidemment. On peut élaborer un scénario rassurant, comme on peut élaborer un scénario catastrophe, mais l'histoire des épidémies, l'histoire des maladies infectieuses nous enseigne ma vision optimiste des choses pour le moyen terme et le long terme. Bien, alors on ne va pas passer aux questions tout de suite, mais je suis sûr que ça démange beaucoup vos propos introductifs. Merci beaucoup. Je propose qu'on reste dans l'agent infectieux avant de passer à l'épidémiologie et donc qu'on donne la parole à Bruno Lina, si tout le monde est d'accord, professeur. Oui, pas de souci. Je vais essayer de partager mon écran, si vous voulez bien. Parce que j'avais... Ok. Vous avez préparé une présentation. Voilà, exactement. Donc, je ne sais pas si vous voyez là. Oui, très bien, merci. J'ai l'impression, je vais essayer de passer en mode plein écran. Oui, on voit très bien, D'accord. C'est juste donc pour essayer de vous donner à la fois une analyse et des perspectives sur l'évolution du virus, et en étant vraiment avec une focale très virologique. Et vous allez voir que c'est toujours très intéressant de lire ça à la lumière de ce que vient nous expliquer Eric, parce que c'est assez complémentaire. Donc, je ne vais pas représenter ce virus, mais ce virus, globalement, on a fait connaissance avec lui de façon beaucoup plus importante que ce que l'on avait comme connaissance initialement lorsqu'il a émergé. Ce coronavirus, c'est un virus qu'on appelle comme ça parce qu'il a un aspect dit en couronne lorsqu'on le regarde en microscopie électronique. Vous voyez ici ces spicules qui sont représentées là sous un schéma dessiné, qui sont assez faibles en nombre à la surface du virus, mais qui sont extrêmement performantes pour faire que ce virus est capable d'entrer dans les cellules. Et lorsque l'on regarde un tout petit peu l'épidémie, pour moi, je considère qu'aujourd'hui, on a 4 phases évolutives qui ont déjà été observées. La première phase, c'est la phase d'émergence. C'est la phase qui est la transmission d'un virus qui sort d'un réservoir animal. Ce réservoir animal, très vraisemblablement, c'est une chauve-souris. Et on se base sur le fait que des séquences que l'on a détectées chez les premiers patients, des séquences des virus que l'on a détectées chez les premiers patients pour lesquels on a pu faire des analyses microbiologiques poussées, ont montré qu'il y avait une homologie qui était extrêmement forte avec des virus de chauve-souris. Et donc, il est probable que ce réservoir de la chauve-souris a permis une transmission de virus à l'homme. Cette transmission, elle se fait en général, mais pas toujours, par un réservoir animal intermédiaire, un hôte intermédiaire. Il avait été évoqué le pangolin, ça n'est pas le pangolin, en tout cas pas ceux qu'on a investigués, mais cette notion de réservoir intermédiaire est importante parce que théoriquement, ce virus n'est pas capable de passer directement de la chauve-souris à l'homme. Il a bien besoin d'avoir un adaptateur, et cet adaptateur, il est quelque part dans la faune animale. Et j'y reviendrai parce que dans les perspectives du futur, il faut qu'on garde ça en tête.
la deuxième phase de l'évolution, qui est très précoce, juste après l'émergence. On peut dire que l'émergence, c'était décembre 2019, novembre ou décembre 2019. La diffusion, c'est février-mars 2020. Et cette diffusion, elle est liée à une évolution du virus dans une région très particulière. Je vous ai remis ici la représentation du virus. Et on voit ici cette protéine de spicule qui est celle qui permet au virus de s'attacher sur le récepteur cellulaire qui est le récepteur ACE2. Eh bien, la forme de la molécule spicule n'est plus la même à partir de fin février, début mars, tout simplement parce qu'une mutation est survenue dans cette protéine à un endroit qui permet à cette spicule de, en quelque sorte, s'ouvrir un petit peu plus et de favoriser la capacité d'attachement de l'ensemble des molécules présentes à la surface du virus qui ont acquis cette mutation. Eh bien, ces virus sont plus infectieux. Et on a donc un gain d'infectiosité et un gain potentiellement de transmissibilité qui a commencé à apparaître tout simplement avec cette première évolution génétique qui a permis la diffusion d'un génogroupe qui s'appelle le génogroupe G, qui est devenu le génogroupe majoritaire. La troisième phase d'évolution, c'est une évolution qui a été observée à l'échelle planétaire, pratiquement de façon concomitante, à quelques semaines près, dans 3 continents différents, en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud, avec ce qu'on a convenu comme étant une convergence évolutive des virus. Et cette convergence évolutive des virus a conduit à ce que les virus gagnent ce que l'on appelle dans notre jargon de virologue du fitness. Le fitness, c'est un mot britannique, il n'y a pas de traduction qui soit aussi dense qui existe en français. C'est en fait une capacité de transmission et d'infection. Et donc, ces virus ont évolué de façon à améliorer leur capacité de transmission et d'infection avec 3, puis un 4e variant dont vous avez entendu parler, les variants alpha, bêta, gamma, puis les variants delta. Et ces variants alpha, bêta, gamma et delta, ils ont procédé sensiblement par les mêmes processus évolutifs pour améliorer ce fitness en changeant de nouveau quelques éléments de composition de cette protéine de spicule qui entraîne une meilleure qualité de l'attachement du virus à son récepteur. Puis, il y a eu l'apparition du variant Omicron. Et là, c'est une évolution qui est différente, qui probablement a été essentiellement pilotée par la nécessité d'un échappement immunitaire. Et on voit bien qu'en fait, on a ces 4 phases qui sont des phases qui se succèdent les unes avec les autres. Et ce qui me permet de dire aujourd'hui que c'est probablement une évolution par échappement immunitaire qui donne cette épidémie. Je vous ai représenté ici les courbes. Vous voyez, là, c'était les courbes des variants alpha, bêta et delta. Et on voit la courbe de l'évolution Omicron en France comme dans d'autres pays. Ce virus est extrêmement transmissible et il a acquis son potentiel de transmission à la fois en faisant en partie la même chose qu'avait fait alpha, bêta et gamma et delta en augmentant ce potentiel de transmissibilité, mais aussi en installant un système d'échappement immunitaire. Et cet échappement immunitaire, on est capable de le documenter, de le représenter assez simplement sur une espèce de carte, une cartographie antigénique, c'est ce qui est représenté ici, qui est en fait, vous avez ici le virus initial et les tout premiers virus qui ont émergé. Et à partir de ce virus initial, les virus ont évolué aussi bien sur le mode génétique que sur le mode d'échappement immunitaire. Mais cet échappement immunitaire, initialement, il est marginal. Il est marginal parce qu'il n'y a pas de pression immunitaire, vu qu'il y a encore énormément de personnes qui n'avaient pas été infectées. Et puis, petit à petit, ces virus ont commencé à développer un tout petit peu d'échappement immunitaire. Plus on est loin de l'épicentre initial, qui était le virus Wuhan, plus on échappe à la réponse immunitaire que l'on peut avoir avec les virus initiaux. Et on voit que le positionnement du virus Omicron le montre très à distance des virus initiaux. On sort des cercles concentriques initiaux pour commencer peut-être un travail qui est un travail de remplacement massif
d'un virus qui présente, comme je vous le disais, la combinaison d'une augmentation d'un potentiel de transmissibilité du fait de mutations intrinsèques qui améliorent l'attachement du virus à récepteur, comme l'avaient fait les virus initiaux, mais en plus un échappement immunitaire, c'est-à-dire que ce virus, même s'il n'est pas capable de donner des formes graves, il échappe à un certain nombre d'anticorps qui ont été générés au cours des infections passées ou des vaccinations. Et le fait qu'il est capable d'échapper entraîne un mécanisme de remplacement extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que ce qu'on avait vu avec les phases initiales, avec un virus qui augmente de façon extrêmement élevée son niveau de circulation et chasse complètement les autres virus parce que, intrinsèquement, du fait de cet échappement immunitaire, il s'éloigne des virus initiaux et il s'éloigne de l'immunité qui avait commencé à s'installer et qui permet donc de faire disparaître tout ce qui est à l'intérieur des premiers cercles pour ne maintenir que ce qui est à l'extérieur de ce cercle de protection. Et c'est le principe de l'évolution moléculaire des virus. Alors là, je vous montre une image qui est une image compliquée, mais vous allez voir, c'est finalement très simple. C'est ici, en quelque sorte, un arbre généalogique des virus tels qu'ils ont pu apparaître initialement. La racine se trouve ici. C'est ces tout premiers virus-là, qui sont identifiés là, qui sont les virus initiaux qui ont commencé l'épidémie en Chine. Puis, progressivement, sont apparus ce que je vous ai appelé les virus du génogroupe G. Et tous les virus, et c'est ceux qui avaient acquis la première mutation, tous les virus qui circulent actuellement sont des descendants de ce génogroupe G. Et à l'intérieur du génogroupe G, on a eu 3 événements qui sont survenus précocement, comme je vous les ai expliqués, l'émergence de alpha, bêta et gamma, puis l'émergence du virus delta. Et lorsqu'on regarde les racines d'émergence de l'ensemble de ces virus, elles reviennent tous sur la base. C'est ce que je représente par les cercles bleus ici. On est dans l'évolution moléculaire des virus initiaux, et c'est donc des descendants de virus initiaux. Il en est exactement pareil pour Omicron, qui naît probablement sur la même racine que Delta et peut-être qu'Alpha aussi, avec un virus qui finalement est très proche des virus qui étaient immédiatement apparus après le début de l'épidémie. En revanche, lorsque l'on regarde l'évolution d'Omicron, on voit qu'Omicron, et c'est représenté par le cercle rouge ici, a généré une descendance qui s'appelle le BA2. Et le BA.2 est un virus qui, pour la première fois, n'apparaît pas au niveau de la racine de l'ensemble du groupe des virus qui avaient circulé jusqu'à présent. Et donc, c'est un signal faisant imaginer que ce virus Omicron, du fait qu'il a commencé à échapper à la pression immunitaire préexistante, cette pression immunitaire joue un rôle majeur de contrôle sur l'ensemble des autres virus, mais moins sur Omicron, et que dès lors, Omicron est capable de générer une descendance qui pourrait faire imaginer, et c'est une hypothèse, je n'en ai pas la certitude, qu'on rentre dans une phase où on va avoir des descendants, non plus des virus initiaux, mais du virus Omicron qui serait capable d'évoluer. Et donc, si on reprend tout ça et qu'on le replace dans le contexte de la logique d'évolution d'un virus émergent d'une manière générale, on voit bien qu'on a d'abord des mutations qui surviennent selon le calendrier en fonction de l'impact du fitness, mais petit à petit, cet impact de fitness va avoir moins d'importance pour céder la place à la pression immunitaire qui va être le moteur de l'évolution des virus émergents. Et une des analyses que je fais, mais qui est aussi une hypothèse, c'est que avec la vaccination, qui a entraîné finalement un niveau d'immunisation collective beaucoup plus rapide que ce que l'on aurait pu obtenir si on avait simplement eu l'immunisation qui se faisait par le biais des infections naturelles, eh bien, il est possible que cette logique évolutive ait entraîné un espèce d'impact en termes de durée
sur l'évolution de l'ensemble des étapes que doivent subir le virus SARS-CoV-2 pour devenir un virus banal, comme l'expliquait tout à l'heure Eric Combe, et devenir un virus qui serait capable simplement de donner au fil du temps des infections qui petit à petit vont devenir de moins en moins importantes du fait de l'immunité qui aurait été installée, non seulement l'immunité humorale, pour laquelle on sait qu'un échappement est possible, mais par contre beaucoup moins au niveau de l'immunité cellulaire qui, elle, est durable et qui protège actuellement contre tous les virus qui circulent. Donc, et je terminerai avec cette hypothèse, aujourd'hui, ce que l'on peut imaginer sur le plus probable à court terme, c'est qu'il est probable qu'on se trouve dans une situation où on est dans une logique d'évolution par dérive moléculaire et antigénique depuis le BA1, en particulier avec l'exemple du BA2, qui était le virus qui émergeait, qui était en fait le groupe génétique Omicron initial. Mais cette perspective plus probable, aujourd'hui, on ne peut pas complètement imaginer qu'on reste quand même un petit peu, par rapport au schéma que je vous ai montré, dans une logique de coévolution qui est à la fois de dérive antigénique et moléculaire et d'une capacité de grain de fitness, c'est-à-dire aussi avec une meilleure transmissibilité ou peut-être d'autres mutations qui peuvent se venir dans d'autres gènes qui pourraient conférer des avantages à des descendants du virus d'Omicron. Malgré tout, ça c'est je dirais l'hypothèse la plus favorable et peut-être la plus probable. Mais il faut garder un certain nombre d'autres perspectives en tête. C'est-à-dire que ces virus, on sait qu'ils nous ont pris par surprise déjà de très nombreuses fois, et ça ne cessera pas. Et il y a deux évolutions qu'il faut garder en tête absolument. C'est la capacité que ce virus peut avoir à recombiner, c'est-à-dire mélanger des gènes du SARS-CoV-2 avec d'autres coronavirus humains comme OC43 et qui pourraient conférer un changement à la fois de tropisme et peut-être de capacité de transmission et peut-être de pathogénèse. Et donc il faut qu'on surveille ça de façon très étroite et l'importance de la surveillance moléculaire par séquençage de ce point de vue est extrêmement important. La deuxième hypothèse qu'il faut qu'on garde en tête, c'est la capacité de ce qu'on appelle la rétrozoonose. Ce virus qui est sorti du réservoir animal, il est rentré chez l'homme, mais on sait que l'homme est capable d'infecter des animaux d'élevage. Vous savez qu'il y a eu des histoires d'infection d'élevage d'hamsters à Hong Kong. Il y a eu des histoires d'infection chez les visons en Europe. Il y a des histoires d'infection des cervidés en Amérique du Nord. Et il y a toute une série d'animaux de compagnie et d'animaux de zoo qui ont été infectés par ce virus. Et lorsque ce virus humain rentre dans un nouveau réservoir animal, eh bien le virus reprend une capacité évolutive. On retourne sur l'initiale de la dérive par la pression à la fois de gain de fitness chez ce nouvel hôte et potentiellement de pression immunitaire. Et tout ça enclenche un nouveau processus évolutif pour lequel il faut être extrêmement vigilant, parce que si ce virus qui sort de l'homme et qui va dans ce réservoir, évolue dans ce réservoir et est capable de retourner vers l'homme, c'est un virus modifié qui pourra ressembler à un virus d'une nouvelle racine, comme celui qui avait émergé de la chauve-souris en 2019. Donc voilà un petit peu les éléments que je voulais partager avec vous pour essayer d'éclairer au maximum cette discussion. Merci beaucoup pour toutes ces explications absolument passionnantes. Je vais passer la parole à Vittoria Colizza, qui est beaucoup sollicitée par le Sénat depuis un moment, qui était il y a une dizaine de jours à la Commission des affaires sociales pour un sujet beaucoup plus, on va dire, immédiat, la question du pass vaccinal. Voilà, mais là, c'est sur cette question des perspectives à moyen terme qu'on souhaite entendre vos capacités d'analyse épidémiologique. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour m'avoir invité. Je reprends peut-être quelques éléments qui a déjà été touchés et je vais partir de l'immédiat, donc le court terme, parce que c'est là où on a plus d'éléments, et à partir de là aussi une perspective qui sera épidémiologique sur la base de ce qui a été déjà mentionné. Pour ce qui concerne la suite aujourd'hui de cette vague Omicron, on a sans doute des éléments qui sont très positifs, cette décrue assez rapide.
il va y avoir quand même un effet ralentissant aussi dû aux vacances scolaires, l'effet de la saisonnalité parce qu'on approche l'été et comme on a déjà vu et il a été déjà remarqué, ça n'empêche quand même une circulation virale, mais ça favorise, donc ça défavorise une transmission, c'est-à-dire à cause de comportements et à cause même de température et humidité, il y a moins de chances de propagation. Par contre, il y a d'autres éléments qui sont un peu opposés à tout ça et on peut le voir aussi à l'étranger. Par exemple, le Royaume-Uni, après une décrue assez rapide, a connu maintenant et encore sur cette situation un plateau à haute incidence qui a démarré ensuite suggérer une baisse successive mais qui s'est arrêtée sur un autre plateau. Donc là, ce sont des éléments quand même à prendre en compte comme possible dans la suite des semaines à venir. Et il y a l'autre élément qui a été déjà mentionné par le professeur Bruno Lina, qui est la présence de cette variante BA2. Notamment, nous, notre vague a été dominé par le BA1, comme d'ailleurs pour le reste d'Europe. BA2 est aujourd'hui en croissance en France comme parmi d'autres pays. Et il y a des premiers éléments qui viennent de plusieurs études. Il y a une étude danoise qui montre, par exemple, ils ont étudié plus de 8000 foyers infectés dans les mois de décembre et janvier par le BA1 et BA2. Ils ont été capable de montrer une accélération donc de la propagation. Comme toujours, cette accélération peut dépendre soit d'une transmission intrinsèque du virus plus élevée, soit d'une capacité de réinfecter, ce qui a été la clé du succès du Omicron en général. Il y a d'autres études qui viennent de sortir, il y a vraiment quelques jours, des études d'analyse où dans les laboratoires, on va comparer la protection des anticorps contre des infections. Et ils ont montré qu'après infection BA1, il y a quand même une petite baisse de protection d'anticorps contre infection BA2. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir effectivement cette capacité d'évasion immunitaire encore un peu plus fort pour BA2, ce qui va exactement dans les lignes, les prospectives que Bruno Lina disait auparavant. Et là, c'est pour la suite très rapide sur les courts termes, sur lesquels effectivement on a plus d'éléments parce qu'on peut se baser sur ce qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, sur une perspective sur moyen et long terme, ça devient beaucoup plus compliqué et je suis tout à fait d'accord avec mes collègues. Il y a deux grands scénarios qu'on a bien évidemment en tête. D'un côté, l'émergence d'un nouveau variant, ce qui est tout à fait possible. On a quand même des situations aussi dans le reste du monde où l'incidence reste très élevée. Incidence élevée, ça veut dire qu'il y a des probabilités plus élevées d'avoir une mutation qui après pourrait devenir dominant pour certaines caractéristiques propres de cette mutation. Et l'autre, et là, répondre bien évidemment à ce scénario, c'est très compliqué, on n'a pas des moyens parce que notre réponse et l'impact qu'il va avoir sur la population va dépendre notamment de la transmissibilité, contagiosité, pathogénicité de ces variants et surtout aussi au moment où ces variants éventuellement arrivent en population, quel sera l'état d'immunité de la population. On sait bien qu'il y a que la relation entre hôte, virus et vaccin n'est pas statique dans les temps, évolue avec les temps, les anticorps baissent, et même si on est capable de maintenir une efficacité très élevée par rapport aux formes graves, il y a quand même des enjeux qui sont aussi dus à la transmissibilité éventuellement si élevée. Le cas d'Omicron est excellent pour montrer ça. On a eu quand même un impact sanitaire important, même si la pathogénicité est plus faible, est réduite par rapport aux variantes précédentes à cause du fait qu'il y a eu une infection majeure d'une grande partie de la population en France. Donc, un grand nombre de personnes infectées. Après, même si les probabilités sont plus réduites de passer à l'hôpital, il y a quand même un grand nombre de personnes hospitalisées à cause de ça. Et puis, il y a l'autre scénario qui est l'endémicité, dont on parle beaucoup ces derniers temps. La grippe, donc en endémicité saisonnière, est le scénario
qui est celui qui est porté avant avec plus de force dans cette communication. Je pense qu'il y a aussi d'autres scénarios possibles. On a plusieurs maladies qui sont endémiques et qui font des flambées épidémiques de types différents. Surtout, tout ça, ça va dépendre, comme disait le professeur Combe, ça va dépendre de la capacité de ce virus d'infecter certaines tranches d'âge par rapport à d'autres, et ça dépendra aussi de notre capacité d'immuniser aussi les populations, pas seulement à travers l'infection, mais aussi à travers la vaccination. On voit bien la vaccination, par exemple, en France, des enfants qui n'a pas décollé comme ailleurs dans d'autres pays. Je pense qu'un élément, et donc pour répondre à ça, bien évidemment, on s'attend que la saisonnalité du virus, parce qu'il s'agit d'un virus respiratoire, va jouer un rôle important de synchronisation au cours du temps. Et je pense qu'il y a un aspect qui, normalement, n'est pas si mis à l'avant, qui est la prévisibilité de ce timing, dans le sens que quand on rentre si on tient le scénario de la grippe saisonnière en tête, il y a plusieurs avantages qui ne sont pas l'endémicité elle-même de la maladie, mais c'est aussi le fait qu'on s'attend d'avoir une vague hivernale. Et ça change complètement aussi notre capacité de réponse, bien évidemment, parce qu'on peut localiser dans les temps la période où il faudra répondre, et donc aussi éventuellement planifier une campagne de vaccination focalisée pour ça. Aujourd'hui, la vaccination a bien évidemment a pris le démarrage au début de l'année dernière, puis elle a été accélérée pour faire face à la vague estivale Delta. Et puis le troisième, donc le booster, la troisième dose, a été accélérée là aussi pour faire face à la vague hivernale Delta qui puis s'est transformée dans une vague Omicron. Donc on a été toujours un peu on a dû courir après ce qui s'est passé. L'anticipation à travers la vaccination, on sait bien que dans le cadre de la grippe saisonnière, par exemple, est très important. Alors, les conditions donc, pour avoir cette endémicité vont dépendre effectivement de la capacité de l'immunité de rester au cours du temps, donc cette décroissance au cours du temps, soit de l'immunité acquise, soit de la vaccination. Un scénario probable est que, une fois qu'on accumule un certain nombre de couches d'immunité, ces couches vont protéger de façon assez large la population en termes de transmission, donc pour réduire des conséquences aussi les formes graves qui seront aussi eux-mêmes réduites par l'immunité cellulaire. Et là, la grosse question est si on sera au-delà ou en dessous d'un certain seuil qui soit d'acceptabilité, qui soit par exemple jusqu'ici, je pense que la saturation des hôpitaux, c'est les critères un peu informellement utilisés, mais à cette question, on ne peut pas répondre. Donc, si une vague, même endémique, va attendre un impact sanitaire important comme on a connu aujourd'hui, on ne peut pas le dire encore. Et je reviens sur l'exemple fait par le professeur Combe. Je pense qu'il y a aussi un caractère de timing. Donc, même si on aura cette situation, ce scénario d'endémicité de la grippe qui pourrait aussi nous accorder une certaine prévisibilité dans la réponse, on ne sait pas exactement combien de temps il faudra pour y arriver. Et surtout, il ne faudra pas s'imaginer que si ces moments d'Omicron représentent un peu le démarrage, le début d'une deuxième partie de cette pandémie, donc d'une sortie, il ne faut pas s'imaginer non plus que ça sera en 100 mètres sur une piste d'athlétique très bien éclairée. Il sera plutôt une course, je dirais, des trails avec plusieurs obstacles sur la rue et avec un certain nombre possible de résurgences épidémiques. Et donc c'est ça toute la difficulté de la prévisibilité sur le moyen et le long terme. Et je termine là. Oui, la conclusion nous ravit, merci. Merci beaucoup. Alors on va passer aux questions en commençant par les rapporteurs, Roger Carucci. Ah, c'est là-bas. Oui, bon, vous dire que je suis rassuré après tout ça, pas vraiment.
Moi, j'ai une batterie de questions, mais je comprends bien qu'on ne puisse pas avoir réponse à tout. Nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des élus. Enfin, Bernard, lui, est médecin, mais pas moi. Et on a beaucoup écouté les autorités politiques, sanitaires, le ministère de la Santé. Je résume, je ne veux pas revenir sur le passé, je résume, depuis, un bon mois, on nous dit, on commence à imaginer que la pandémie est derrière nous. Omicron nous rassure, entre guillemets. Il est certes plus contagieux, mais plus transmissible, mais il est moins virulent. Le résultat, c'est que on est dans une situation totalement incompréhensible dans le pays. Des gens qui font beaucoup moins attention, qui respectent beaucoup moins les gestes sanitaires parce qu'on a diffusé l'idée, finalement, Omicron, c'est la grippe. Évidemment, tous les jours que Dieu fait, on a les statistiques qui nous disent plus de gens à l'hôpital, 300 morts, etc. Donc, on se dit c'est quand même une grippe d'un certain niveau. Et on ne comprend plus où on va. Enfin, autant, mais du temps de Delta, si je puis dire, les gens étaient inquiets. Les gens faisaient très attention. On nous disait c'est à la fois transmissible et dangereux. Donc, campagne de vaccination, les gens font la queue dans les centres de vaccination. Aujourd'hui, moi, mes centres de vaccination dans les Hauts-de-Seine, il n'y a personne. Il n'y a personne. Tous les rendez-vous sont dispo. Et y compris pour la 3e dose. Je ne parle pas de... Et il n'y a pas grand monde qui va faire la première. On a très peu augmenté, en réalité, la pression pour que les gens y aillent, même pour la première dose. Et donc, on est dans une situation un peu étonnante, avec un gouvernement qui nous a fait voter il y a peu le pass vaccinal, et qui maintenant dit, finalement, le pass vaccinal, on va peut-être l'enlever dès le mois de mars, et puis peut-être que c'est pas la bonne solution, et donc, tous ceux qui avaient des hésitations, ce qui était mon cas, mais qui se disaient, bon, on fait confiance, parce qu'au point où on en est, on ne va pas casser la dynamique pour en sortir, se retrouvent dans une situation où on se dit, non mais, où on va ? Alors, j'aurais plusieurs questions là-dessus. Un, j'ai bien entendu qu'on n'était pas certain du tout d'en sortir avec Omicron et que peut-être il y aurait ensuite de nouveaux variants. Donc on verra bien. Mais, est-ce qu'il est possible, imaginable, que l'un des laboratoires ait finalement un vaccin qui puisse protéger contre l'ensemble des variants et pas nous dire que on n'en sait rien et il faudra peut-être certes des rappels, mais même les rappels on ne sait pas trop parce que est-ce qu'ils sont tous adaptés? Parce que dans l'esprit public, il faut bien que chacun s'en rende compte. Moi je suis triplement vacciné, mais quand on nous dit même triplement vacciné vous pouvez l'attraper, ça n'est pas du tout la même chose que quand on disait autrefois sur tel ou tel vaccin, sur d'autres maladies, si vous êtes vacciné, vous êtes protégé. Là, vous avez le sentiment de la protection, mais en réalité, vous pouvez l'attraper quand même. Et alors, on nous dit, pas sur les formes graves, mais enfin, on n'en sait finalement pas grand-chose, et donc, ça ne pousse pas les gens à être disciplinés, à aller se faire vacciner, à respecter les gestes barrières. Ils ont un peu le sentiment soit de la fatalité, soit de la facilité. Mais rarement un sentiment, il faut faire ça pour être protégé. Est-ce que, oui ou non, on est susceptible un jour d'avoir un vaccin global, protecteur, y compris protégeant par rapport à la transmission? Deuxième élément, on voit bien que sur la vaccination, beaucoup de gens sont anti-vax, ils ne veulent pas de l'ARN. On nous a beaucoup parlé d'un Novavax. Pour le moment, on ne sait même pas où il est, d'ailleurs, le Novavax, parce qu'il est assez peu en métropole. Moi, dans les centres de vaccination, on ne le propose pas. Mais est-ce que vraiment, il y a un moyen de s'en sortir? Enfin, comment est-ce que vous analysez, alors je ne vous demande pas un sentiment politique, mais comment vous analysez, le manque de lisibilité
de la politique publique en matière de lutte contre cette pandémie. Il y a quand même, depuis le début, 132 000 morts. Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont des Covid longs. On nous dit maintenant, les chiffres qu'on vous donne le jour ou le soir ne sont plus des chiffres classiques, puisque ce n'est pas vraiment les gens qui viennent à l'hôpital du fait du Covid, mais c'est des gens qui viennent à l'hôpital, quelle que soit la maladie ou le problème, mais que l'on détecte Covid une fois qu'ils sont là, donc on les met Covid. Mais ils ne meurent pas forcément du Covid, ils ne meurent pas de machin. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une incompréhension grandissante entre ce que l'on nous dit et ce que les gens vont finalement faire. À la limite, quelque part, il y a 6 mois, 1 an, quand ce n'était pas l'Omicron, quand le danger était là, la perspective pour la population était certes terrible, mais elle était claire, transparente sur la discipline à avoir. Aujourd'hui, on nous dit, par exemple, le gouvernement britannique annonce que dans quelques jours, il lèvera complètement le fait que même pour les cas positifs, il y ait nécessité de rester chez soi. En clair, vous allez tester positif au Covid, vous pourrez continuer de circuler. C'est incompréhensible. Enfin, je veux dire, on ne peut pas avoir dit aux gens il faut éviter, il faut prendre des mesures, il faut rester chez soi, il faut se protéger, pour qu'ensuite des gouvernements viennent dire zéro problème. Vous avez le Covid, vous êtes positif, continuez à aller travailler, continuez à circuler dans la rue. On va enlever les masques d'abord dans la rue, puis à l'intérieur. Alors, à un moment, on est complètement perdu. Alors, on se fie naturellement à ce que les autorités peuvent nous dire pour continuer la vie sociale dans ce pays, mais ça devient très compliqué. Alors, j'ai bien entendu, et je suis le premier à dire, je ne suis pas scientifique, je suis le premier à dire cette pandémie arrive par définition. Évidemment, on n'a pas les éléments, évidemment qu'il y a beaucoup de doutes, évidemment qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais pour des politiques et pour le Sénat, ça devient très compliqué de savoir. Moi, j'ai voté le pass vaccinal, j'en suis à me dire, j'aurais dû ne pas le voter, j'aurais dû m'abstenir, parce que je n'y comprends plus rien, et je ne sais plus où j'en suis. Bien, je ne fais pas de commentaires. Je vais passer la parole au deuxième rapporteur. Et puis je vais demander. Après, je vous donnerai la parole à tous les trois pour apporter les réponses. Puis après, mes collègues, voilà, mes autres collègues auront la parole. Et je demande à ceux qui sont en visio de se signaler dès maintenant s'ils souhaitent interroger nos intervenants. Jean-Michel Arnaud. Oui, merci Président. Bonjour à toutes et à tous. Merci chers collègues. Je serai bref. Je rebondis sur une partie de la question de mon collègue Roger Carucci sur la question des levées de restrictions. Il a fait allusion à la situation en Grande-Bretagne. Il y a également dans certains pays scandinaves la volonté et l'affirmation de la levée complète des restrictions dans les prochaines semaines. J'aimerais avoir votre regard, votre appréciation sur ces décisions et si vous considérez qu'elles sont appréciables et au vu de la situation que vous avez analysée de l'évolution de la dernière forme du virus qui est Omicron, quels sont selon vous les critères que nous pourrions imaginer pour que en France, de manière objective et non pas simplement puisque nous sommes des élus dans un cadre préélectoral où il faut rassurer la population, ouvrir à une nouvelle socialisation, un retour à la vie normale de nos concitoyens, mais est-ce que vous avez, vous, des éléments de suggestion sur les critères objectifs qui nous permettraient de suivre finalement l'exemple britannique et l'exemple danois, je crois, sur lesquels visiblement ces pays s'appuient en termes de critères pour pouvoir avancer. La deuxième question, on a parlé beaucoup de vaccination, d'immunité cellulaire. Je voudrais également avoir votre appréciation sur l'arrivée sur le marché et même la commercialisation de médicaments permettant d'accompagner et de faire en sorte, dès lors qu'un patient est atteint de la maladie, de pouvoir la traiter. Est-ce que vous pensez que ces médicaments vont permettre dans les semaines et les mois qui viennent d'avoir finalement un troisième outil après la maladie, l'immunité
personnel, la vaccination est maintenant le médicament permettant d'accélérer le processus finalement de sortie de crise. Troisièmement, et je me permets de m'appuyer sur la présentation particulièrement intéressante d'un point de vue historique du Dr Com. Vous avez évoqué finalement les difficultés au sein de la communauté scientifique et peut-être sur les modules de formation des médecins, un manque de connaissances historiques, puisque vous faites allusion à la grippe russe. Il fallait l'inventer, la grippe russe, dans le contexte actuel. Elle n'est pas ukrainienne, elle est russe, de 1890. Est-ce que vous pensez qu'il faut tirer des enseignements sur le corpus et les modules de formation au sein du processus d'acquisition des compétences pour devenir médecin et si oui, selon vous, comment faut-il œuvrer en ce sens? Et puis, de manière plus large, j'aimerais également que vous me donniez votre avis, si possible, finalement sur le dialogue compliqué entre la communauté scientifique et les responsables publics, politiques durant ces 2 dernières années, avec finalement une difficulté de dialogue et de compréhension des enjeux et du partage de ces enjeux entre la communauté politique, la communauté scientifique. Et là aussi, j'aimerais connaître votre avis pour améliorer et tirer des enseignements de la crise dans laquelle nous sommes et être meilleurs dans l'avenir si nous devions être confrontés à une nouvelle crise. Je vous remercie. Merci. Alors, je voudrais, avant de vous passer la parole, compléter une des questions de Roger Carucci sur les perspectives de la vaccination. Est-ce qu'il vous paraît nécessaire, utile, de maintenir dans les mois et ou années à venir un haut niveau de protection de la population par la vaccination? Je veux dire, je pense à ce que le professeur Com nous a dit sur l'histoire de ces virus. Parce qu'on doit répondre à cette question, en tout cas. Et la deuxième, en complément à ce que vous avez dit, et Vittoria Coizza et professeur Com et le professeur Lina d'ailleurs, vous dites un des scénarios, c'est l'émergence d'un nouveau variant. Le professeur Com nous dit, mais l'histoire des virus, c'est que quand un virus gagne en transmissibilité, il est moins dangereux. Donc, question, si un nouveau variant encore moins dangereux qu'Omicron apparaît, on va tous convenir que ce n'est pas un drame pour nos sociétés. Voilà, et que ça va pas. Bon. Mais est-ce qu'il y a l'hypothèse d'un nouveau variant qui soit moins transmissible et qui soit plus dangereux? Est-ce que cette hypothèse, évidemment, vous n'avez pas de boule de cristal, on l'a bien entendu, mais c'est une hypothèse d'école, on va dire, ou est-ce que, voilà, quelle probabilité vous lui voyez de survenir, puisque c'est évidemment une hypothèse qui nous préoccuperait. Professeur Com? Alors, il y a beaucoup de questions, hein, et ça couvre un très grand sujet. Alors, il y a 2 principes généraux en maladies infectieuses que j'ai aussi oublié de vous donner tout à l'heure, mais pour vous aider à répondre et à y voir plus clair. Je pense que dans une infection émergente, on ne peut pas s'appuyer sur la science, parce que par définition, la science, elle est devant nous, quoi, si vous voulez. Et beaucoup des choses qui ont été dites s'avèrent un peu fausses. Vous l'avez remarqué, effectivement, on attribue au Covid des hospitalisations qui ne devraient pas être attribuées au Covid, puisque c'est des patients qui sont hospitalisés avec un Covid et non pas pour un Covid. C'est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres, évidemment. Les 2 principes sur lesquels je voulais vous revenir, c'est premier principe, l'immunité naturelle est toujours meilleure que l'immunité vaccinale. Il n'y a quasiment pas d'exception en matière de vaccinologie, sauf la vaccination papillomavirus. Oui, mais on ne va pas revenir là-dessus, évidemment, elle a un prix. Mais en dehors de la vaccination papillomavirus, qui est meilleure que l'immunité naturelle, probablement, on n'est même pas sûr, mais on va dire, toutes les autres infections, que ce soit la rougeole, la fièvre jaune, etc., l'immunité naturelle est meilleure que l'immunité vaccinale. Donc, si on applique ça au Covid, ce principe de base des maladies infectieuses, si on l'applique au Covid, et notamment c'est valable pour les enfants, il vaut mieux être infecté naturellement que être vacciné, parce que l'immunité vaccinale sera éphémère, alors que l'immunité naturelle, elle sera avec le Covid éphémère, mais elle sera meilleure que l'immunité vaccinale. Et ça a été montré.
Ça a été montré par les Américains, l'étude de Californie, plus d'1 million de personnes, l'immunité naturelle est meilleure. Ça, ce sont des données anciennes, mais pour les responsables politiques, la question est quand même celle, je tiens à le souligner, je ne remets pas du tout en cause l'évidence que vous rappelez, c'est que l'immunité naturelle a un prix en termes de conséquences pour les personnes infectées. Voilà. Donc j'allais en venir à ça, effectivement, et pour illustrer les propos de M. Carucci. La population française a tout simplement pris en compte que Omicron était moins grave que Delta. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Parce que moi aussi, mon centre de vaccination à l'Hôtel-Dieu, puisque je suis maintenant à l'Hôtel-Dieu, je ne suis plus à la Pitié-Salpêtrière, il n'y a personne. Personne. Et en fait, pourquoi il n'y a personne? Les gens ne sont pas fous. Ils ont tous attrapé le coronavirus au mois de janvier et au mois de décembre. Ils ne vont pas en plus se vacciner alors qu'ils ont tous attrapé le coronavirus. Et moi, je m'étais exprimé très clairement là-dessus. J'avais dit que le pass vaccinal, je suis désolé mais la lecture est politique. Vous ne voulez pas qu'on parle de politique, ok, même si je pense que c'est un lieu où on doit un peu parler de politique, mais je pense que c'est politique, et c'est ce que j'avais dit. Le pass vaccinal ne servait strictement à rien. En plus, vacciner une population, enfin quand je dis strictement à rien, j'exagère, parce que bien évidemment, il fallait vacciner les personnes à risque. Mais dans la population générale, ça ne servait à rien. D'abord, ça n'empêchait pas la circulation du virus, et surtout, les gens n'y comprennent plus rien. Parce que vous leur dites il faut vous vacciner, en même temps, tout le monde a chopé le coronavirus. Toutes nos familles autour de nous, tout le monde est malade. Tous nos enfants ont été malades, tous nos petits-enfants ont été malades, enfin, tout le monde a été malade. Donc, et pas très malade. Je sais bien qu'il y a certaines minorités, certaines personnes à risque sont malades, mais voilà. Donc, globalement, ça n'incite pas les gens à se vacciner. Et de toute façon, se vacciner contre une maladie infectieuse qui est en cours chez un individu, je vous dis, je ne sais pas ce qu'on fait. En termes infectiologiques, je suis quand même professeur de maladies infectieuses, j'ai 40 ans d'expérience des maladies infectieuses, donc je suis désolé, et je pense avoir une culture générale des maladies infectieuses, je n'ai jamais vu ça. Vacciner des gens contre une maladie qui est en cours chez eux. Qui a dit que ça ne pouvait pas déclencher une réponse immunitaire inappropriée? Personne, on n'en sait strictement rien. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de la médecine. Donc voilà, ça c'est un principe de base. Après, pour répondre au député Arnaud, au sénateur, excusez-moi, oui, je pense qu'il faut revoir, il y a un gros problème dans la formation des médecins, tout à fait. On ne forme plus des humanistes, ce qui est une véritable catastrophe pour ce métier. On forme des scientifiques. Or, la médecine, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est absolument pas une science. La médecine est un art qui se sert de la science et de la technique. Je ne nie pas du tout l'importance de la science et de la technique dans notre art. Mais avant tout, c'est un art. Nous sommes tous différents. Nous devons tous être approchés de manière différente. Vous verrez que demain, l'évolution, ça sera la médecine personnalisée. C'est-à-dire qu'on aura une médecine à la carte. Alors qu'aujourd'hui, on nous raconte exactement le contraire, on nous raconte qu'on est tous pareils, ou presque. Donc, voilà, il y a toutes ces choses à revoir. Et effectivement, je pense que c'est ce que j'ai écrit dans le livre sur la maladie de Lyme. J'espérais un jour être disons, cité pour mon livre sur la maladie de Lyme, qui je pense est très important parce que je discute du problème de la formation des médecins, qui pour moi est une véritable, est très inquiétante actuellement. C'est-à-dire on ne les forme pas à écouter des malades, on les forme à utiliser des algorithmes, ce qui est à mon avis une aberration quand on a un malade en face de soi, pour lequel le dialogue médecin-malade est quand même la pierre angulaire de la prise en charge. Voilà, je ne veux pas mobiliser la conversation, mais globalement, voilà mes pensées. Merci. Professeur Liénard ? Merci beaucoup. Oui, il y avait effectivement beaucoup de questions et des questions intéressantes. Comment dire pour les questions de M. Carucci concernant la vaccination et la vaccination contre tous les variants. En fait, c'est un objectif, effectivement, où on se dit on aimerait bien avoir ce qu'on appelle une vaccination pan-coronavirus qui permettrait de protéger contre tous les variants. Mais quand on parle de tous les variants, c'est les variants passés et les variants à venir. La grosse difficulté avec les variants à venir, c'est qu'on ne les connaît pas et qu'en revanche, on sait que ces virus sont capables d'échapper à une réponse immunitaire des anticorps humorales par modification dans cette fameuse protéine qui est à la surface du virus. Et le potentiel évolutif sur cette protéine est gigantesque. Donc, pour l'instant, ce que l'on essaye de faire, c'est optimiser au mieux les
vaccin utilisé pour qu'il soit capable de répondre au virus qui circule et qui circule de façon massive, et notamment on pense à Omicron. Mais il y a des développements méthodologiques en cours actuellement pour essayer d'inclure de nouveaux épitopes, en quelque sorte des composants de vaccins complémentaires à cette protéine qui permettraient d'induire une immunité plus large et qui de fait serait plus protectrice. Mais imaginez aujourd'hui, à mon avis, qu'on puisse avoir un vaccin qui protégera contre tous les variants du futur est un leurre. Je ne crois pas qu'on soit capable de le faire. La technologie et tout simplement la capacité du virus à évoluer ne nous permettra pas. Vous avez fait une insiste sur les vaccins, les autres vaccins. Aujourd'hui, les autres vaccins comme Novavax ou comme d'autres qui peuvent circuler ont des performances de protection qui sont moins bonnes que celles de l'ARN messager. Alors, ils peuvent venir en complémentant pour élargir le panorama des différents vaccins utilisables, parce que certains refraignent, ont peur d'utiliser des vaccins ARN messagers et veulent utiliser des vaccins qui sont avec des technologies, je dirais, plus conventionnelles, mais c'est des vaccins qui ont des performances qui sont globalement moins bonnes que celles de l'ARN messager. Il reste une vraie évolution à faire sur cette vaccination, c'est la vaccination mucosale. Et vous avez raison que si on veut pouvoir lutter contre la transmission, il faut qu'on soit capable d'induire une réponse mucosale avec ce qu'on appelle des IgA sécrétoires, ou en tout cas des réponses immunitaires locales au niveau de la muqueuse nasale et de la muqueuse oropharyngée en général, pour freiner encore mieux le risque de transmission. Et ça, c'est important. Vous avez posé une question aussi concernant le problème de lisibilité de la politique, et vous pointez du doigt le fait qu'il y a en fait une hétérogénéité considérable au niveau des différents pays. Il y a même un pays qui a pris une décision qui est encore plus drastique que ce que vous avez imaginé. La surveillance a décidé d'arrêter toute surveillance. Donc en fait, ils considèrent que maintenant le problème est résolu. Et donc ça ne vaut même plus le coup de faire quoi que ce soit pour surveiller le coronavirus, c'est terminé. Donc vous voyez, entre la Chine qui a une stratégie zéro Covid, où on calfeutre et on cloître des gens dès qu'il y en a un qui est infecté, et la Suède qui dit mais je regarde même plus quel est le niveau de circulation de virus, puisque ça ne m'intéresse plus, forcément on a tous les champs du possible. Et donc cette analyse là et la réponse que l'on peut apporter là-dessus, elle passe effectivement par probablement, et ça rejoint un petit peu une question qui avait été évoquée par Monsieur Arnaud, c'est de dire quel est le bon critère de jugement pour savoir quelle est la bonne réponse, en sachant qu'on est forcément dans une dynamique évolutive puisque l'épidémie évolue et que la situation, vous l'avez dit vous-même, celle que l'on avait cet été n'est pas du tout la même que celle que l'on a aujourd'hui. Donc forcément la réponse est évolutive. Et c'est peut-être juste de prédire qu'il y a cette évolution et de l'annoncer en disant on va aller, et que cette évolution, immanquablement, elle va aller vers plus de souplesse, mais que malgré tout, on a, en fonction des indicateurs qui existent, un certain nombre de seuils qui ne peuvent pas déclencher un assouplissement tant qu'ils ne sont pas atteints. Et donc c'est toute la difficulté de cette désescalade des mesures qui est indispensable, mais qui est terriblement compliquée, en sachant que en général, et c'est un petit peu, et vous me permettrez de me moquer gentiment de vous, mais un petit peu un problème des politiques et des journalistes, c'est que vous voulez un calendrier. Mais on est incapable de vous donner un calendrier. On est totalement... Je ne peux pas vous dire... Qu'est-ce qui va vous permettre de dire que la situation entre le 15 février et le 18 février justifie qu'une décision soit prise plus le 15 que le 18 ? Moi, je ne peux pas vous donner cette information. Ça n'existe pas. Ou alors, on se lance dans des hypothèses. Mais globalement, un indicateur n'a de sens. Et je pense que Victoria l'expliquera encore mieux, qu'à partir du moment où il est robuste, il est durable et qu'on sait que la tendance qu'il montre est une tendance qui est une tendance de fond. Et ça n'est qu'après une analyse a posteriori d'un indicateur qu'on est capable de dire qu'effectivement, il est capable de jouer son rôle pour dire qu'on peut enclencher la désescalade sans qu'il y ait une prise de risque. Monsieur Arnaud, vous avez aussi posé une question sur les médicaments. Alors, oui, clairement, le fait qu'il y en ait des médicaments change
considérablement la donne, en sachant qu'il y a une prudence qu'il faut avoir malgré tout. Un médicament n'est pas un substitut d'un vaccin. Le vaccin, ça empêche d'être infecté. Ça empêche de faire une forme grave. Le médicament, il sert à traiter quelqu'un qui est déjà malade et qui donc a joué son rôle dans le processus de transmission et de risque de diffusion du virus par la transmission interhumaine. Malgré tout, ça permet d'éviter ce que l'on voit, c'est-à-dire certains engorgements d'hôpitaux, en particulier pour les plus fragiles. Donc le Paxlovid, qui est donc le médicament qui aujourd'hui commence à pouvoir être utilisé, est un médicament qui semble présenter une efficacité qui est de bonne qualité. Ça reste à confirmer en vivrait, mais effectivement, c'est quelque chose qui va normalement permettre de simplifier la gestion de l'infection et faciliter la sortie de crise. Concernant la formation des médecins au risque des maladies infectieuses émergentes, je vous rejoins. Il existe des sites de formation, mais qui sont très limités, qui sont dédié souvent à un certain nombre de médecins qui sont déjà sensibilisés à ça. Mais je pense que là, aujourd'hui, on voit que toute la communication qui a pu être faite autour du coronavirus va inciter beaucoup de monde je l'espère en tout cas, à ne pas oublier sur le long terme comment on a pu gérer cette crise, bien ou mal, quels sont nos succès, quels sont nos échecs, et de façon à ce qu'aujourd'hui on ait une compréhension qui ne soit pas qu'une compréhension technique, mais qui soit effectivement une compréhension de santé, et surtout le rôle majeur que peut jouer la santé publique dans la gestion d'une crise comme celle-ci, et on sait à quel point la santé publique en France est probablement un parent pauvre. La communication entre les politiques et les scientifiques, c'est une question, il faudrait des jours et des jours. Donc je ne vais pas trop me lancer là-dessus. Sachez que vous ne pouvez pas faire la communication scientifique politique sans inclure les médias dedans. Et si vous ne faites pas un triptyque pour essayer de comprendre, en fait, vous allez vous induire vous allez vous embarquer dans des interprétations qui sont probablement pas bonnes. Il peut y avoir de la communication scientifique directe vers le politique, et vous savez à quel point le Conseil scientifique essaye d'avoir ce type de communication. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, les médias rentrent dans le jeu de la communication, forcément, c'est leur métier, et que c'est pas toujours ce qui est le plus simple à gérer. Enfin, vous avez fini avec une question sur le risque d'émergence de variants. Quel est le niveau de risque? C'est de nouveau quelque chose où je peux pas vous donner un pourcentage. On ne peut pas dire que ce risque n'existe pas, mais ce n'est pas le plus probable. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est une réponse tout à fait utile au débat. Donc, merci beaucoup. Vittoria Colizza, et puis après, ce sont nos collègues qui vous interrogeront. Parfait. Alors, voilà, il y a deux éléments. Je reviens sur la partie communication, vu qu'on s'est presque arrêté là, et qui a un impact inévitablement sur les comportements. Alors, on sait bien que si on parle d'une épidémie de maladies infectieuses, les contacts, les interactions, le comportement des individus représentent vraiment le cœur de cette propagation, correspondent au tissu social sur lesquels l'épidémie se propage. Donc, inévitablement, vont avoir un impact très important. Et ce qu'on avait déjà découvert dans des épidémies du passé, mais que notamment sur cette pandémie a été vraiment éclatante, est que toute la communication elle-même va impacter aussi le comportement. Et puis, il y a cette cercle de feedback qui continue à circuler avec un impact l'un sur l'autre. J'ai regardé hier, pour me préparer pour ce matin, les comportements. Il y a des enquêtes qui sont faites au cours du temps. Et par exemple, je regardais un indicateur qui est donc la question posée aux participants à cette enquête est, à cause du Covid, est-ce que vous avez évité de lieux bondés des personnes, parce qu'il y a un majeur, sous-entendu, il y a un majeur risque de contamination. Alors qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, effectivement, c'était fin décembre, début janvier, en plein ascension de la vague, donc croissance de la vague Omicron, on s'est retrouvé au même niveau de ce qu'on avait enregistré l'été dernier. Donc, dans des conditions que moi, j'aurais dit complètement différentes, parce que je connais bien évidemment la situation épidémique. Donc, je m'attendais
voilà, des conditions une réponse beaucoup plus faible beaucoup plus élevée des personnes qui évitent ces types des comportements par rapport à ce qu'on avait l'été dernier, qui était une situation assez gérable, même en présence de la vague estivale du Delta. Et là, il y a effectivement tout pour mon métier en particulier, les comportements vont être un élément critique aussi pour notre capacité de pouvoir anticiper ce qui va se passer, parce que si dans certaines communications, à cause de certaines communications, à cause d'un ressenti, il y a moins de personnes qui vont se faire vacciner, inévitablement tout ça va avoir un impact après sur la propagation. En termes de vaccination, là aussi, je pense qu'il y a, pour avoir fait un peu de communication autour des éléments, donc pour l'éclairage autour de cette épidémie pendant ces 2 années, je vois 2 éléments qui sont assez difficiles à communiquer. Un qui a été déjà mentionné par le professeur Lina, qui est l'évolution. Alors que l'incertitude est très difficile à accepter. Les gens, inévitablement, ont cette ressenti, ce besoin d'avoir un certain nombre de certitudes, surtout qui n'évoluent pas avec les temps. Et c'est complètement en contraste avec le processus qu'on a en face. Le deuxième élément est la simplification. Alors, bien évidemment qu'il y a un processus assez complexe qu'on doit simplifier quand on fait de la communication, mais l'hypersimplification n'aide pas du tout et va exactement de l'autre côté. La protection du vaccin contre l'infection est un exemple clé. C'est vrai que le vaccin n'empêche pas l'infection, mais la réduit. Et là, c'est toute la différence. Dans les cadres, on essaie de simplifier ces messages entre 0 et 1, donc on n'empêche pas, donc sa protection contre l'infection est 0, et c'est pas vrai. Au moment d'un booster contre Omicron, une vaccination qui vient d'être faite réduit l'infection, la probabilité d'infection de 70%. Après 3 mois, elle réduit à moitié. Mais dans le cadre d'une lutte à cette pandémie, on a toujours eu besoin de plusieurs couches, de plusieurs niveaux de réponse. On porte toujours les masques, on continue à ventiler les locaux, on a mis à disposition un certain nombre de mesures préventives et de protection. Chacune va apporter un certain pourcentage de réponse. Et donc voilà, si un vaccin est même 50% efficace contre l'infection, effectivement, c'est une protection énorme. Bien évidemment, ça n'empêche d'avoir une propagation si large qu'Omicron. Et alors là, c'est la difficulté vraiment de pouvoir élaborer et communiquer ces messages avec les 2 éléments. L'autre, et je pense l'autre... en termes des politiques, je ne veux pas mettre des commentaires sur les choix politiques, mais bien évidemment, je pense que d'un point de vue, pour pouvoir répondre à ces questions, pour nous scientifiques, et dans l'incertitude totale, on fait bien évidemment des scénarios auxquels on ne peut pas associer des probabilités de réalisation. Donc on fait des hypothèses sur qui est plausible, qui pourrait se passer dans certaines conditions. Mais l'élément qui nous aiderait serait vraiment de pouvoir établir des objectifs. Et ce qui nous manque. Donc la réponse en termes de cette politique, est-ce qu'elle est appropriée ou pas pour cette situation épidémique, doit être associée à un objectif. Et si les premières phases de la pandémie étaient, d'un point de vue un peu paradoxal, plus simple en termes d'établir ces objectifs, on avait bien évidemment des vagues catastrophiques et donc les objectifs étaient assez clairs. Réduire la circulation et réduire le nombre de personnes qui arrivaient à l'hôpital. Dans cette phase qui nous attend, ça va devenir de plus en plus difficile d'établir ces types d'objectifs.
Et je pense que c'est une discussion qu'on avait soulevée déjà la semaine dernière au cours de la commission d'enquête, qui bien évidemment, ce n'est pas aux scientifiques de le faire, mais je pense qu'il faudrait avoir une discussion autour de ce qui est soutenable, ce qui est acceptable en termes d'impact épidémique sur la société, et sur la base de ces critères, après pouvoir donc établir quelles sont les mesures pour nous permettre de répondre à ces objectifs-là. Merci. Ça, on ne peut que souscrire, en tout cas, à ces propos et regretter le manque de délibération collective autour des objectifs. Mais ça, on est dans une... Vous voyez qu'on fasse de la politique, professeur Combe, dans la mode de gestion de cette pandémie, nous avons dénoncé en permanence le culte du secret, la permanence du Conseil de défense sanitaire et l'absence de débat avec le Parlement autour de ces objectifs. On convoque le Parlement pour voter sur le pass vaccinal au forceps, pour lui intimer l'ordre de délibérer en 48 heures et pour hurler parce que, à raison, les députés refusent d'en débattre à 4 heures du matin parce qu'il n'y a aucune urgence. Là, il y a une pression politique qui est forte, mais quand il s'agit effectivement, c'est fondamental de savoir, et c'est notre interrogation, quels sont nos objectifs pour les 6 mois, l'année, les années à venir. Et on veut fonder notre délibération sur la connaissance scientifique, parce qu'elle est à la base, elle reste à la base de notre délibération, et avec les incertitudes, et avec après, nous, dans la décision politique, les facteurs humains, sociétaux, économiques, ce qu'est une vie en commun, et donc comment est-ce qu'on doit vivre maintenant avec ce virus, avec le schéma que vous nous avez décrit d'un virus qui s'installe progressivement, perd sa dangerosité, finit peut-être comme la grippe avec des résurgences, ma foi, qui ne posent pas de gros problèmes à notre système de soins et à notre société. Voilà, ou est-ce qu'on doit s'attendre à un scénario moins plaisant, on va dire, qui engendrera à nouveau des dégâts, des mesures nécessaires de protection et de restriction de liberté. C'est exactement ça. Mais on ne peut que, encore une fois, souligner le défaut dans notre pays de débat collectif. Je pense que j'ose espérer que les membres du conseil scientifique ont ces débats entre eux, mais le conseil scientifique n'est pas une instance politique, bien que les politiques parfois se mêlent de vouloir trancher des débats scientifiques, mais les responsables d'instances scientifiques se mêlent parfois aussi de vouloir trancher des débats politiques. On peut aussi noter ce mode de gestion de la crise sans volonté polémique aucune et dans le grand respect que nous avons pour les institutions de notre pays, y compris scientifiques, bien sûr. Esther Benbassa, notre collègue, veut vous interroger. Merci d'être là. Vous avez éclairé un petit peu l'horizon sans nous donner des réponses précises, c'est normal, puisque je ne crois pas qu'il y ait pour le moment des réponses précises à donner. D'abord, je reviendrai, professeur Combe, sur votre modèle historique. Écoutez, vous ne pouvez pas seulement vous baser sur ce modèle du 19e siècle. Depuis, il y a eu la pénicilline, depuis, il y a eu des découvertes, et puis il y a eu la grippe espagnole qui est passée par là, etc. Donc, est-ce que ce modèle est valable aujourd'hui? Je ne sais pas. Peut-être ça peut servir d'indice, mais pas plus, si je puis me permettre de faire cette remarque sur l'histoire du virus. Je voudrais poser au professeur Lina, en tant qu'écologiste, une question sur les animaux. Vous parlez de ces animaux qu'on sorte de leur, disons, de leur milieu pour par exemple, les visons, etc., les animaux même domestiques. Est-ce qu'il y a aussi un effet de la déforestation qui serait, disons, à la base de cette transmissibilité des animaux vers les hommes, d'ailleurs des hommes et des femmes vers les animaux aussi, probablement pour les animaux domestiques et autres. Et je voudrais bien savoir s'il s'agit d'un mythe ou d'une réalité. Et troisièmement, une question innocente d'un culte en sciences. Écoutez, vous parlez... on a parlé très brièvement de la grippe.
Et il y a eu d'autres maladies qu'on a pu, disons, stopper par le vaccin. Par exemple, la tuberculose. Il y a toujours la tuberculose. Voilà, la grippe, il y a toujours la grippe. Mais est-ce que... et il faut peut-être éclairer nos citoyennes et citoyens sur le fait que dans l'avenir, une fois la période d'épidémie traversée, il y aura une adaptation des vaccins eux-mêmes. Il faudra les adapter quoi qu'il arrive. Puisque la grippe, le virus, il évolue et on l'adapte tous les ans, tous les 2 ans, je ne connais pas la fréquence, au virus lui-même. Pourquoi la chose ne serait pas pareille pour le coronavirus ? Voilà, je voudrais une réponse. Parce que cette panique de la population, on voit sur le terrain cette panique. D'abord, je ne veux pas critiquer la communication, puisque je connais aussi les bienfaits de la communication pour l'information, tout au moins. Mais ce qui inquiète les Françaises et les Français, qu'on voit sur le terrain, c'est la diversité des réponses qui sont données dans les médias, par des savants, je ne sais pas si c'est vous, mais par divers savants qui ont des discours très différents, et cela vraiment déboussole les gens, il faut le dire aussi. Ils ne savent pas à quel sens se vouer, chacun a une explication, il y a les stars qui disent ça, et les moins stars qui disent ça, etc. Bon, là, il y a un vrai problème de compréhension, parce que nous sommes perdus, c'est la vérité. On ne parle pas assez non plus du médicament. Là, vous avez parlé, je suppose, du Paxlovid, qui est quand même probablement, si les essais, l'utilisation est efficace, ça sera quand même une voie de sortie. Je ne sais pas. Vous n'êtes pas convaincu, probablement, mais moi, je ne m'y connais pas. Mais il y a des vaccins, il y a des médicaments et il y a la panique. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. La panique chez la population. Où j'étais 45 ans prof et où la pédagogie n'est pas bonne, parce qu'il y a la panique, ou c'est les médias qui créent la panique, parce que c'est quand même, ça marche bien, tous les soirs on a du Covid, ça remplit les programmes, et en période électorale, comme on n'a pas un programme très important, nos candidats n'ont pas des programmes très intéressants, et alors le Covid remplit ce vide. Alors, voilà brièvement mes questions, avec mon inquiétude à moi aussi. Moi, j'ai eu le Covid et j'ai été vaccinée 3 fois. Bon, je m'attends au prochain, mais bon, ce sera une expérience Omicron. Bien. Voilà. Et d'ailleurs, nous avons des collègues qui sont en visio parce que le Covid est vacciné 3 fois. Je vais vous repasser à tous les 3 la parole pour, si vous avez des éléments de réponse à apporter à notre collègue Serban Bassa, et puis pour un mot de conclusion, si vous le souhaitez. Professeur Com ? Écoutez, moi je ne vais pas vous répondre à la question concernant les vaccins, la grippe, parce que vous avez quand même le spécialiste français de la question qui est juste sur l'écran, donc je pense qu'il connaît ça beaucoup mieux que moi. Pour le médicament Paxlovid, attention. Il n'a pas été évalué correctement sur les variants qui vont émerger. Et d'ailleurs, je fais cette remarque, il n'y a toujours pas de publication scientifique, ce qui est absolument invraisemblable. C'est la première fois que je vois ça, une AMM autorisée sans publication scientifique. Ça m'a beaucoup étonné. Voilà. Et par ailleurs, il y aura un problème de disponibilité. Qui apparemment est soulevé par pas beaucoup de monde, mais mes collègues américains me disent qu'il y a un problème de disponibilité. Comme le médicament est déjà commercialisé aux États-Unis, je pense qu'ils ont raison. Et par ailleurs, en matière de virus, si vous ne démarrez pas le traitement dans les 48 premières heures au maximum, vous ne pouvez pas être efficace.
Donc, et ça, c'est valable pour l'herpès, c'est valable pour le zona, c'est valable pour la plupart des maladies virales, c'est valable pour la grippe, dont on entend parler. La grippe, vous ne démarrez pas le traitement dans les 48 premières heures des signes, vous n'êtes pas efficace, quoi. Donc, ça, c'est une notion vraiment à prendre en compte. Ça n'empêchera pas la circulation du virus, voilà. Mais ça empêchera aux personnes à risque d'être malades et de rentrer à l'hôpital ou en réanimation. Quant à la remarque que vous avez fait sur l'histoire, bon, je vous avoue, je suis un peu triste d'entendre dans cette enceinte que l'histoire, on ne peut pas compter dessus. Je ne pense pas comme vous, je vous le dis franchement. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'historique de l'épidémie de grippe russe et vous allez voir que c'était presque écrit. Voilà. Merci, professeur Liénard. Oui, merci beaucoup. Merci, madame, pour ces questions. Je vais commencer par votre dernière remarque. Ce coronavirus, mais c'est incroyablement compliqué. Enfin, moi, il y a plein de choses que je comprends pas. Hein. On peut faire les fanfarons et essayer de raconter, d'expliquer, mais c'est très, très, très compliqué. C'est impossible de faire de cette histoire une histoire simple. Et ça a déjà été évoqué par Victoria. L'hypersimplification est une très mauvaise stratégie parce qu'elle est prise en défaut très régulièrement. Donc, on a besoin de communiquer sur le fait que c'est très compliqué. Et quand on dit que c'est très compliqué, ça suppose qu'il y a des réflexions scientifiques, et je remonte un petit peu les questions que vous avez posées, et que ces questions scientifiques, habituellement, c'est des débats qu'on a entre nous. Et là, c'est des débats qui maintenant ont lieu sur des plateaux télévisés. Et c'est là où vous avez le sentiment qu'il y a une incohérence par rapport à la position d'un certain nombre de personnes qui ne pensent pas la même chose, mais qui, s'ils sont des bons scientifiques, et en l'occurrence, je pense que dans un certain nombre de cas, c'est la réalité, les travaux, les études vont permettre de répondre à la question et d'éclairer le sujet sur lequel ils débattent pour qu'au bout du compte, tout le monde consensuellement est d'accord pour dire que, eh bien, parmi les hypothèses qu'il y avait au départ, qui étaient toutes légitimes, qui ont été testées, eh bien, il y en a une qui est de la vérité et les autres ne sont que des hypothèses qui ont été invalidées. Donc, c'est le sentiment, c'est le fait d'avoir médiatisé ce débat scientifique avec parfois des comportements d'un certain nombre de scientifiques qui étaient très outranciers, qui a probablement terni un petit peu l'image de ce que peut être la réflexion scientifique. Mais vous ne trompez pas, c'est pas quelque chose qui est apparu avec la crise d'Omicron, c'est juste que c'est devenu un peu plus visible. On est parfois en désaccord, mais on s'invective pas forcément, on dit simplement qu'on n'est pas d'accord les uns avec les autres. Concernant la vaccination, et après je terminerai sur la question de l'environnement, la vaccination a un objectif qui est de réduire le risque. La vaccination ne permet jamais d'avoir un risque zéro, jamais. Tous les vaccins peuvent être pris en défaut à un moment donné, quel qu'il soit. Et donc, ça n'est pas une armure impénétrable qui vous permet d'avoir un statut permettant d'éviter toute autre mesure qui pourrait éventuellement conduire à une infection. Donc c'est à partir du moment où on comprend qu'on est dans une réduction du risque et non pas voire une atténuation très significative du risque, mais pas une disparition du risque, qu'on voit que la vaccination fait partie d'outils qui permettent de maîtriser un risque infectieux individuel et populationnel.